Alors bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous accueillir cet après-midi pour le premier séminaire de notre année 2020. J'espère qu'on aura l'occasion d'en faire un second cette année. Avant de rentrer dans le vif du sujet, juste vous expliquer un petit peu comment la genèse de ce séminaire s'est construite. Avec les membres du comité exécutif et de la direction générale, on s'est un peu creusé la tête pour se dire, bon, un séminaire, ok, mais il y a plein de manières différentes de faire un séminaire. On peut faire des ateliers de travail, on peut faire une plénière, on peut faire des travaux, des photographies sur ce que vous avez fait, comme on avait fait en janvier 2017 pour ceux qui étaient là. On peut aussi faire un truc un peu casse-pied, vous allez tous vous endormir au bout de 10 minutes. Celui-là, on l'a assez vite écarté en se disant que c'était quand même pas un objectif. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de l'émission de télé. Alors on reviendra sur le nom de l'émission de télé à la fin de mon introduction, parce que pour le coup, c'est une petite blague avec la direction de la com, on n'est pas tout à fait d'accord, mais vous nous donnerez votre avis. Donc une émission de télé, pourquoi ? Parce que c'est actuel, c'est dynamique, c'est interactif, on peut le faire vivre dans le temps, on peut le rythmer. Ça va vous donner des actualités tout au long de l'année, on espère pouvoir en faire 3 par an. Ça va vous donner des informations en interne, en externe. Ça va mettre aussi en lumière et en évidence vos réalisations, vos travaux, ce que vous faites. Ça peut aussi mettre en avant les difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de votre travail au quotidien pour les partager avec d'autres. Voilà pourquoi l'idée d'une émission plutôt que d'un journal papier, d'une newsletter, ce qui n'empêche pas qu'on pourra quand même relancer le journal interne. Ça, c'est à bon entendeur au niveau de la com. Mais je vais arrêter de les taquiner parce que depuis ce matin, les pauses, c'est un peu compliqué pour elles. Donc de la même manière qu'on a imaginé plusieurs formes de séminaires et qu'il existe en tout cas plusieurs possibilités, on s'est rendu compte aussi que notre organisation, depuis 3 ans, elle bougeait. Alors elle bouge parce qu'on a un historique de rapprochement, elle bouge parce qu'il y a des évolutions réglementaires, mais elle bouge aussi parce qu'on a construit le projet d'entreprise qui va être un peu le pilier et le socle de ce que nous avons à faire, en tout cas dans les 3 ans à venir. Donc ça sera la première partie de cette émission, revenir sur le projet d'entreprise et vous donner les clés de compréhension pour ceux qui nous ont rejoints cette année. Vous verrez, vous êtes nombreux, il y a plus de 70 nouveaux collaborateurs sur l'année 2019. Le deuxième point, c'est revenir sur l'organisation. On entend souvent dire on ne sait plus qui fait quoi, ça bouge, il y a des gens qui partent, il y a des gens qui arrivent, on n'a plus de repères. Ça sera l'occasion de revenir dessus, de vous expliquer un petit peu les raisons de ces mouvements et en tout cas comment ça fonctionne aujourd'hui et pourquoi. Après, on finira par parler de vous et par parler de nous. Nous, c'est l'office et c'est demain et c'est l'avenir. Alors, vous comprendrez, je l'espère, à la fin de ce séminaire, d'où on est parti, où on en est aujourd'hui, vers quoi on va. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est tout ce qu'on est. Aujourd'hui, on l'est grâce à vous. Et ça, c'est important, il faut que vous le reteniez. À la fin de l'émission, il y a la présidente qui va nous rejoindre. On pourra avec elle réaliser la carte de vœux de l'office qu'on fera en toute fin de partie d'émission. On aura l'occasion d'en reparler. Juste pour vous dire, du coup, que tout le séminaire va être filmé, que des photos vont être prises. Donc ceux pour qui ça pourrait poser des problèmes, qu'ils n'hésitent pas à se mettre légèrement sur le côté s'ils ne veulent pas être filmés ou être photographiés. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Alors, avant de lancer la première de VOH TV, alors c'est là où moi je trouve qu'on pourrait lancer un petit concours d'idées rigolos pour essayer de trouver un nouveau nom, parce que VOH TV, moi je trouve pas ça très fun et très parlant. Donc vous nous direz ce que vous en pensez, on lancera prochainement un jeu concours. En tout cas, avant de lancer le jingle de la première, je tenais à vous remercier tous d'être présents. J'ai vu que vous étiez très nombreux, des gens qu'on n'a pas vus depuis un petit moment. De vous souhaiter une bonne année, surtout, bien commencer cette année. Et donc, je vous retrouve dans quelques instants. Alors, au sommaire de cette première émission, 6 rubriques. Une rubrique grand angle, je vous en ai parlé très rapidement. On reviendra sur le projet d'entreprise. Une info sport, ça nous fera une petite bouffée d'air et un petit moment de pause. Le zoom sur notre organisation, ça sera la rubrique enquête. Il nous permettra de faire un certain nombre de témoignages. La rubrique arrêtez-vous, ça sera là où on mettra en avant vos talents et vos passions. Un zoom sur les collaborateurs Fonds Val d'Oise Habitat, c'est la transversalité, la cohésion, l'esprit d'équipe. Et puis pour finir, comme tout bon journal télé, il y a la météo et puis il y a l'éphéméride. Mais ça, vous verrez, on le garde pour la fin. Donc, vous êtes allé un peu vite en régie, pas le temps de parler. Pour cette première partie, j'invite donc à me rejoindre Aurélie Griesbach, Bérangère Mallet et Stéphanie Véran.
Mesdames, bonjour. Bonjour et bienvenue. Alors, on va parler du projet d'entreprise. Donc Aurélie, c'est vous qui démarrez. Bérangère, vous nous ferez un petit zoom sur les valeurs et sur les nouveaux produits, la diversification. Et vous, Stéphanie, vous nous ferez une déclinaison de ce que c'est le projet d'entreprise autour des 3 axes. C'est bon pour vous? On peut y aller? Aurélie, vous démarrez? Oui. Donc, bonjour à tous. Pour vous parler du projet d'entreprise, je vais vous parler surtout des bonnes résolutions qu'on prend en début d'année pour certains d'entre nous. Donc, il faut savoir que parmi ceux qui prennent des bonnes résolutions, seuls 20% s'y tiennent au bout de 2-3 semaines. Et sur la fin d'une année, seulement 3% tiennent leurs bonnes résolutions. À quoi sont dus ces résultats? Tout simplement au fait que les objectifs sont généralement très flous et que les personnes prennent des résolutions sans vraiment trop savoir pourquoi ils les prennent, quel est le sens profond des résolutions et des objectifs qu'ils se donnent. Pour exemple, si je décide là cette année de gagner plus d'argent, j'aime bien cet exemple, et que finalement je gagne 10 € à l'astro, mon objectif est atteint. Est-ce que je l'ai bien défini? C'est peut-être pas exactement ce que je voulais en me fixant cet objectif. Donc on voit que c'est très important de bien penser ses objectifs, connaître vraiment ses motivations et surtout derrière d'agir. L'entreprise, c'est un petit peu comme une personne. Elle grandit, elle évolue, elle doit faire face à des difficultés et répondre à des enjeux. Pour cela, elle doit savoir vers quoi elle doit aller. Et le projet d'entreprise, c'est un outil essentiel qui va la guider sur ce chemin. Il va donner du sens, fédérer les équipes, fixer des objectifs et des étapes. Et le projet d'entreprise permet de répondre à 3 grandes questions très importantes. Le qui, c'est-à-dire vraiment l'entreprise, quel est son sens, pourquoi elle a été créée, à quoi elle doit répondre, quel est le besoin, à quel besoin elle correspond, quelles sont ses valeurs et est-ce que tout ça c'est cohérent. Le quoi, il s'agit de définir une vision stratégique, une cible à atteindre, ce à court, moyen et long terme. Court terme, généralement, c'est dans l'année. Moyen terme, 3-5 ans. Et long terme, une vraie vision stratégique sur 10 ans. Et enfin, le comment, ce sont les actions à poser pour atteindre les objectifs. Et elles sont déclinées en plans d'action. Comme l'a dit Albert Einstein, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. C'est évident. Après avoir pensé à ce qu'on veut et comment on veut le réaliser, le plus important, c'est de le faire. Si on attend et qu'on ne fait rien, il ne se passera rien. Donc, le projet d'entreprise qui s'appelle Bâtissons ensemble 2021 a été initié en 2018 dans le but de faire évoluer l'office public départemental pour être le partenaire référent de l'habitat. Et il nous reste maintenant 2 ans par rapport à la cible qui est 2021 pour atteindre cet objectif. Il a été construit avec tous les collaborateurs et c'est un outil incontournable pour donner du sens, rappeler notre identité, nos valeurs, fixer nos objectifs, se donner une feuille de route et les actions qui vont avec. Il sert à fédérer nos équipes. On est tous dans le même bateau, tous ensemble vers la réalisation de cet objectif. Et je vous propose dès à présent de visionner une petite vidéo qui va retracer un peu la genèse, la construction de ce projet d'entreprise. Merci. Le projet d'entreprise de Val d'Oise Habitat, c'est quoi? C'est une vision à 3 ans qui fixe le cap et les objectifs de notre office, à savoir quelle est la raison d'être de Val d'Oise Habitat, quelles sont nos valeurs, quels sont les enjeux principaux en termes de fédération de nos équipes, de maintien d'une structure saine face aux évolutions réglementaires et financières contraignantes, et face à une demande d'évolution aussi de notre activité pour répondre aux attentes de peuplement de demain. Tout ceci s'inscrit dans la volonté de Val d'Oise Habitat de demeurer le partenaire public de référence en matière d'habitat sur le territoire du Val d'Oise. Nous avons donc dû réfléchir à comment mettre en œuvre la vision que nous devons atteindre en 2021. Pour cela, nous avons déterminé nos forces, nos faiblesses. On s'est posé la question d'où on part et où on va. Et on a pu ainsi dessiner un canevas qui reprend l'ensemble des actions à mettre en place et planifier notre trajectoire. Et c'est ainsi que nous l'avons imagé.
Donc le bateau représente Val d'Oise Habitat, qui nous sommes et d'où nous devons partir, avec l'objectif à atteindre qui est Val d'Oise Habitat de demain, qui est caractérisé et représenté par l'île, et toute la trajectoire à parcourir avec les faiblesses que nous allons rencontrer et les opportunités que Val d'Oise Habitat doit pouvoir saisir, qui sont caractérisées par le soleil qui est ici. Avant de vous laisser reprendre, j'en profite pour saluer les talents de dessinateur de Laurent. Je l'ai vu, il est au milieu. Je vous vois parce que c'est Laurent Doyle qui avait fait le bateau, l'île et qui nous a aidés à construire tout ça. Donc Laurent, bravo, ça sert encore. Donc après avoir matérialisé le projet d'entreprise dans ce fabuleux dessin, je vais passer la parole à Bérangère pour qu'elle nous parle plus amplement des valeurs. Alors effectivement, Val d'Oise Habitat est le premier bailleur social du département. Nous logeons plus de 70 000 Valdoisiens dans plus de 70 communes. Et notre mission principale est une véritable mission de service public, loger ceux qui en ont le plus besoin. Et à ce titre, il était véritablement fondamental que notre projet d'entreprise se structure autour de valeurs véritablement partagées, fortes, et qui allaient devenir un petit peu le fil conducteur de toutes nos actions. Alors vous avez travaillé il y a quelque temps déjà sur le blason. Et de ce travail-là, où il s'agissait véritablement de pouvoir définir quelles sont les valeurs qui caractérisaient le mieux l'office, de ce travail-là sont ressorties 4 valeurs importantes. C'est tout d'abord la solidarité, la qualité de service, l'engagement et l'innovation. Ces 4 valeurs, c'est bien de les énoncer, c'est bien de les définir, mais je pense qu'il faut surtout les incarner. Et à ce titre, on a demandé aux collaborateurs de Val d'Oise Habitat quelles étaient pour eux les valeurs qui étaient les plus importantes et comment ils les illustraient dans leur travail quotidien. La solidarité des locataires, c'est répondre à leurs besoins et surtout leur montrer qu'on prend attention à leurs soucis. Quand il y a des soucis d'infiltration ou autres, on vient à leur domicile, on constate, on fait des photos. Après, on les rappelle pour leur dire comme quoi on a appelé notre responsable, on leur donne des réponses. Et c'est toujours rassurant pour les locataires. Pour moi, la solidarité, en tout cas, c'est un engagement. C'est un engagement au niveau de mon travail, mais c'est quelque chose, c'est également un ressenti. D'autant plus dans le logement social. Donc c'est une chose que j'aimerais ou que j'ai envie de partager avec tous mes collaborateurs et de leur faire ressentir également que l'engagement envers le locataire, envers le demandeur de logement ou la personne qui est en difficulté, ça fait aussi partie de notre travail. Pour moi, la solidarité auprès de nos locataires, c'est de leur répondre le plus vite possible au niveau surtout social de mon côté, au niveau des problèmes d'impayés de loyer, des problèmes d'handicap, des problèmes pour les personnes âgées, de relogement ou des adaptations de logements PMR. Et aussi, c'est aussi un besoin de les écouter sur d'autres domaines qui ne sont pas notre registre, notre métier de vocation. Ils interviennent, ils nous contactent, parfois par rapport à des problèmes techniques, des problèmes de charge. On est un référent particulier auprès des locataires. Et nous, notre solidarité auprès d'eux, c'est de leur répondre le plus vite possible et de se mettre en relation avec l'ensemble de l'agence pour leur donner satisfaction et leur apporter une réponse au plus vite. La solidarité, c'est accompagner le locataire chaque jour avec bienveillance dans son emménagement, dans son nouvel appartement, dans toutes les tâches administratives qu'il va devoir faire par la suite. Donc la solidarité, pour moi, c'est l'une des valeurs clés de notre projet d'entreprise. Elle permet de mettre en lien les différents services, pour notre part le service de proximité. Et ensuite, pour le locataire, elle permet également au locataire d'avoir une meilleure compréhension suite à l'entraide qui est donnée entre les différents services, donc sur une communication beaucoup plus fluide. Dans la pratique, donc cette solidarité, j'ai pu la mettre en place avec mon responsable, Monsieur Canipel, sur la tournée des loges. Donc ça consistait à aller voir l'ensemble des gardiens et faire un tour sur les locaux d'entretien, l'aménagement des loges, la sécurité, également l'appropriation des marchés via des fiches de synthèse qu'on mettait en place pour que les gardiens puissent avoir des connaissances bien spécifiques avec les entreprises avec lesquelles on travaille. Vous pouvez vous applaudir, hein.
Alors, vous nous avez parlé de solidarité, mais aussi de qualité de service. Pour moi, la qualité de service, c'est donner des logements de qualité à nos locataires pour qu'ils puissent vivre dans de bonnes conditions et s'assurer d'un haut niveau de propriété dans les parties communes et s'assurer que les équipements de sécurité fonctionnent bien. Nous avons réalisé des groupes de travail ce dernier trimestre qui nous ont permis d'échanger et d'améliorer nos process pour améliorer et fluidifier nos méthodes de travail. Pour moi, l'une des valeurs les plus importantes est la qualité de service. Je suis assistante des moyens généraux et la qualité du service est le moteur des métiers du MG. Pour moi, la qualité de service, c'est de répondre aux locataires assez réactifs, leur montrer qu'on voit leurs problèmes, qu'on compatit, on va dire. La qualité de service, pour moi, c'est le plus important, c'est d'être présent sur le terrain, auprès des collaborateurs et dans les agences et les loges, pour résoudre tous leurs problèmes et qu'ils puissent être satisfaits et travailler dans les meilleures conditions. Troisième valeur. Vous avez parlé d'engagement. On est une entreprise, donc forcément on s'engage à ce que l'entreprise fonctionne grâce à nous en équipe. On s'engage à améliorer la qualité de service pour les locataires. On s'engage à nous faire de notre mieux possible pour que notre entreprise soit encore mieux qu'elle l'est maintenant. Voilà, ça donne envie de s'investir au quotidien, de se dire peut-être que d'ici 1 an, j'aurais peut-être envie d'évoluer sur un autre poste parce que je me vois plus m'engager sur d'autres tâches au sein de Valdoise Habitat. On est une équipe, on est une entreprise, donc forcément on est une équipe. Faut que tout fonctionne ensemble et si on n'y arrive pas, on ne va pas pouvoir aller au bout de ce projet d'entreprise. La valeur de l'engagement, c'est pour moi rendre service à l'ensemble des collaborateurs. C'est également pour le service informatique mettre en place des outils et des solutions et répondre aux besoins et aux problématiques, ce dans les meilleurs délais. C'est également être disponible pour que tout le monde puisse travailler le plus efficacement. L'engagement, pour moi, est très important. Il est en lien avec l'innovation et ça permet de renforcer le lien qu'on a avec nos locataires. L'engagement, pour moi, c'est de prouver à nos partenaires et à nos locataires, en priorité, que nous sommes à leur écoute et que les différentes réclamations pour lesquelles ils nous sollicitent sont vraiment très importantes et passent avant tout. Et donc, si on veut les ménager et les garder auprès de nous et qu'ils continuent à être des locataires satisfaits, il faut qu'on s'engage à répondre au plus vite à tous ces problèmes. Alors l'engagement pour moi, c'est renforcer nos partenariats avec les amicales et les administrateurs, être présent sur le terrain en réalisant des diagnostics en marchant. Et ces diagnostics en marchant nous permettent de faire le point lors de nos concertations locatives avec les amicales, ce qui nous permet d'assurer un suivi en temps réel. La quatrième. Désolée, s'il y a un petit problème de synchronisation son-parole, on essaye de le régler, mais on a des petits soucis depuis ce matin. Donc, enfin, l'innovation. Donc une valeur qui est également importante, surtout à notre époque, d'informatisation et de digitalisation. Les locataires sont en attente de nouvelles solutions. Donc il nous appartient d'être à l'affût de nouvelles réponses avec des outils efficaces et modernes, comme par exemple la plateforme téléphonique ou un extranet locataire. En interne, l'innovation peut être traduite par ce qu'on a mis en place récemment avec le service facturation et comptabilité, c'est le workflow, pour lequel j'ai aussi assisté à des groupes de travail. L'innovation pour moi, c'est chercher de nouvelles solutions, c'est porter des nouveaux projets dans l'optique d'améliorer le quotidien des utilisateurs. Au quotidien, ça se traduit par faire de la veille technologique, rechercher des nouveaux outils qui soient plus performants. On va avoir bientôt un gros projet à long terme qui est le déploiement de la fibre noire au siège et au sein de nos agences. Ça va être un projet qui va permettre de se passer d'opérateurs historiques et de pouvoir gérer de bout en bout notre architecture réseau.
L'innovation chez VOH, c'est la mise en place de nouveaux outils comme Calios pour tout ce qui est procédure, la clarification de toutes les procédures de Val d'Oise Habitat. Alors, l'innovation, on est dans un monde qui va très vite. On est obligé chaque jour de se mettre à la page, d'essayer d'avancer au plus vite pour ne rien louper. C'est parfois pas très évident parce que alors on campe un peu sur nos positions pendant un certain temps. Hein, c'est confortable et on est très à l'aise. Et puis on est vite rattrapé. On est vite rattrapé parce que finalement le monde va très vite et impose ses choix, ses modes. Et aujourd'hui, dans le logement social, on nous a imposé des choses et on est obligé d'aller vers. Et pour ça, tous les organismes, y compris le nôtre, doivent se mettre à la page, doivent avancer parce qu'il faut qu'on y arrive. Il faut qu'on y arrive tous ensemble. Vous pouvez vous applaudir fort. Hein. Merci à tous ceux qui ont participé. Bérangère ? Alors finalement, il ressort de vos témoignages que ces valeurs du projet d'entreprise s'inscrivent plutôt naturellement, s'expriment naturellement dans votre travail quotidien. Je laisse la parole à Stéphanie maintenant. Alors oui, Stéphanie, Bérangère. pour les axes. Oui, effectivement. Alors Bérangère, effectivement, c'est les valeurs. Le projet d'entreprise prend vie au quotidien, mais va notamment s'exprimer plus concrètement au travers les plans d'action. Ces plans d'action qui vont s'articuler autour de trois axes qui ont été préalablement définis. On va notamment parler de stabiliser et renforcer notre cœur de métier. Qu'est-ce qu'on entend par là ? On entend notamment travailler sur nos fondamentaux qui restent essentiels. Et ces fondamentaux vont s'articuler autour à la fois des outils qui restent structurants, des compétences également, mais aussi d'une organisation transversale et d'une culture de l'anticipation qui reste bien évidemment fondamentale. Donc ces fondamentaux vont notamment s'illustrer cette année, se sont illustrés cette année au travers quelques réalisations et notamment la mise en place d'un plan de développement des compétences qui s'est mis en place cette année et qui va vivre tout au long de l'année à venir. Mais également l'arrivée de nouveaux outils. Donc des outils qui sont des outils de partage, des outils professionnels et qui se veulent avant tout structurants et collaboratifs. Je pense notamment à Calios et au Workflow, qui sont les premiers outils qu'on voit se développer chez Val d'Oise Habitat. Et je vous propose d'en visualiser une illustration. Je m'appelle Abdoulaye Diatta, responsable comptable à Val d'Oise Habitat depuis maintenant près de 17 ans. La direction financière de Val d'Oise Habitat a fait le constat que la volumétrie de factures a triplé en l'espace de 3 ans, depuis la dévolution du patrimoine ex-Opivoix. Cette volumétrie fait qu'il y a une lourdeur dans le circuit de facturation. Et c'est pour ça qu'on a pris pour parti de consulter un peu tout ce qui se faisait à côté. On a choisi Codexia, qui est implanté dans le milieu HLM depuis un moment et qui travaille avec notre logiciel Prem. C'est un partenaire historique, donc ce qui nous a permis de gagner du temps. On a décidé de travailler en synergie avec tous les acteurs de Val d'Oise Habitat. On a fait intervenir l'agence de Cergy, l'agence de Franconville, ainsi que l'agence de Sarcelles et les collègues de La Palette et du Belloise. On a été accompagnés par Codexia, un consultant Codexia qui effectivement nous a permis de mener à bien ce projet. Les objectifs principaux du workflow, c'est gagner du temps, simplement, gagner en productivité par là même, fluidifier le circuit de validation des factures et réduire les délais de paiement. Aujourd'hui, 180 collaborateurs sont concernés par le workflow. Un mode opératoire est à leur disposition avec des utilisateurs référents qui sont là pour les accompagner pour le lancement du workflow. Alors, je m'appelle Rachid Akraz, donc je suis responsable secteur à l'agence de Cergy. Mon rôle sur le projet Workflow est d'être référent de l'agence de Cergy. La première étape a été de faire remonter notre fonctionnement et nos problématiques pour les factures. Donc la seconde étape a été de travailler avec Codexia pour mettre en place un process de la facture dans le workflow. Enfin, la troisième phase,
qui est celle de l'expérimentation. Dans un premier temps, on a eu une formation où Codexia s'est déplacé au sein de l'Office afin de nous présenter l'outil. Par la suite, j'ai eu 3 sessions avec les services comptabilité, avec lesquels j'ai échangé sur l'outil, on s'est familiarisé avec l'outil. Ça nous a permis de remonter les anomalies, de lancer un outil optimisé. Et en tant qu'utilisateur référent, j'ai présenté cet outil à l'ensemble de mes collègues responsables secteur de l'agence de Cergy. Mon rôle en tant qu'utilisateur référent, c'est d'être un point d'entrée des différentes réclamations de l'ensemble des collaborateurs de l'agence de Cergy. Ils me remontent les anomalies, les problématiques qu'ils rencontrent sur l'outil. Ayant suivi la formation, ça me permet de leur expliquer, de leur montrer comment fonctionne l'outil et comment les débloquer dans certaines situations. Lorsque je ne peux pas répondre aux problématiques, mon rôle de référent est de centraliser les demandes et les envoyer au service comptabilité. Nos attentes en proximité vis-à-vis de l'outil Workflow sont sa fluidité, son confort de travail, son ergonomie, tout ça pour nous permettre une meilleure gestion de la vie de la facture. Aujourd'hui, on s'est doté d'un outil qui va nous permettre déjà de pouvoir se contrôler, donc contrôler l'ensemble du processus du circuit de validation des factures, pouvoir gagner du temps, donc, qui est très important à ce jour, permettre à chacun de s'accomplir et bien se sentir dans son poste. J'en profite pour dire bravo à tous ceux qui ont rangé leur bureau, parce que j'ai jamais vu des bureaux aussi nickel que dans les vidéos. Hein. Donc bravo à tous. Stéphanie ? Alors oui, donc on le voit très bien. Effectivement, ces outils étaient attendus, voulus, souhaités. Ils sont là. Ils en sont à leur genèse. Et parce qu'ils sont structurants et parce qu'ils participent à la montée en compétences et à la professionnalisation de nos métiers, bien évidemment, je nous invite tous à les faire vivre au quotidien pour que dans leur phase de maturation, ces outils-là soient des outils instinctifs. Donc bravo. Non, la Bonjour, je suis Aurélie Cheminel, responsable méthode et évaluation au sein du pôle projet innovation. Je suis ici pour vous parler d'un outil qui a été mis en place dans le cadre de la diffusion des procédures qui s'appelle Calios. En fait, Calios est issu d'un constat où on s'est rendu compte que les procédures n'étaient pas uniformes au sein de Val d'Oise Habitat. Donc l'objectif est évidemment de mettre en place ces procédures et pour les diffuser, on s'est doté d'un outil de gestion documentaire qui permet à chacun d'accéder au site et qui permet de visualiser les procédures et tous les documents annexes qui permettent de remplir cette procédure. Quand on parle de procédure, on parle de qui fait quoi, où, quel service. Et là, c'est vraiment pour simplifier le travail au quotidien des collaborateurs de Val d'Oise Habitat. Voici Calios, là c'est l'accès à Calios avec chaque utilisateur a dû recevoir son identifiant et son mot de passe Calios. Donc là on arrive sur la page d'accueil de Calios, page d'accueil qui permet d'avoir un certain nombre d'informations et qui permet d'accéder à effectivement d'autres sites. On a l'accès possible sur Figo, l'accès sur notre projet d'entreprise Bâtissons Ensemble, le Facebook et le Twitter de Val d'Oise Habitat et l'accès à l'Union sociale pour l'habitat. Vous avez l'accès à nos processus en Val d'Oise Habitat, donc c'est les processus principaux qui nous concernent. Donc vous avez un certain nombre de processus qui sont basés sur le projet d'entreprise. Donc vous avez l'axe numéro 1, stabiliser, renforcer notre cœur de métier, dans lequel on va retrouver notre patrimoine social, la vie du bail et les ressources avec un certain nombre de détails au sein de ces processus. Dans l'axe numéro 2, on a la qualité de service aux locataires et l'accompagnement des collaborateurs, donc plutôt tout le volet RH. Et enfin, on a aussi toute la partie de développement de notre activité sur le territoire où on a le pilotage de l'entreprise, donc par exemple le projet d'entreprise, l'ACUS, il y a les partenaires, tout ce qui va être plutôt collectivité, le projet de ville, et puis la diversification de notre activité où on va avoir tout ce qui est plutôt spécifique. L'outil Calios en fait est alimenté par un réseau d'interlocuteurs clés qui vont être les référents, qui vont devoir pour leur direction, leur service, aller dans l'outil et déposer les documents qui sont des documents que tout le monde doit connaître.
Le principe, c'est que plus il y aura d'éléments dans Calios et plus sera facile l'utilisation des procédures, des documents clés. Voilà. Donc le réseau, en fait, c'est aujourd'hui, il y a quelques personnes d'identifiées et j'espère qu'il va s'étendre un petit peu plus avec un certain nombre de rédacteurs pour lequel il y a une formation qui est prévue par la suite pour réussir à mettre les documents dans Calios. Merci à vous. Je crois que la dynamique de Calios est lancée. Hein. Moi, j'en ai plutôt des retours positifs. Donc, merci en tout cas pour votre contribution. Donc Calios, effectivement, est un vrai outil collaboratif et il participe également au deuxième axe stratégique que l'on s'est doté dans l'établissement, qui est la qualité de service. Donc la qualité de service, qui est également une de nos valeurs, je le rappelle, va s'illustrer, va surtout prendre deux visages. Un visage en interne et un visage en externe. Alors, la qualité de service en interne, c'est essentiellement la collaboration que l'on va mettre dans nos organisations et dans la consolidation et l'articulation de nos métiers, de nos façons de travailler. Dans un premier temps, et qui va nous permettre à tout à chacun d'œuvrer afin d'être plus efficace dans nos missions respectives. Et puis la qualité de service, c'est également en externe, surtout le fait de pouvoir réaliser notre première mission de bailleur social, mais surtout de devenir un partenaire de référence sur l'habitat, et également d'afficher une identité qui est une identité qu'on a choisie, qui est une identité visuelle et qui nous permet de participer à cet acteur de référence que nous souhaitons être. Donc nous avons notamment cette année travaillé sur les loges, sur la conceptualisation des loges et puis sur l'accueil téléphonique. Voilà. Donc je vous propose de voir une illustration du travail qui a été effectué ces derniers mois sur ces deux projets. Alors je suis chargée d'affaires en architecture intérieure. Je m'occupe des aménagements des locaux. Et là, actuellement, nous travaillons avec les équipes sur l'agence de Sarcelles. Nous réagençons l'accueil public et l'accueil des collaborateurs. Quand on est amené à conceptualiser un lieu destiné à devenir un espace d'accueil, on se projette dans sa conception. On devient à la fois l'accueilli et l'accueillant. On s'investit du besoin de chacun. On se pose les bonnes questions pour tout ce qui touche au visible et à l'invisible, comme les normes de sécurité et de handicap, quels qu'ils soient, visuels, auditifs, intellectuels, moteurs. Les aspects d'ameublement et décoratifs viennent par la suite. On veille à assurer une bonne triangulation d'espace qui va de l'entrée au pôle d'accueil, puis conduit à l'espace d'attente, pour ce qui est visualisation des circulations dans l'espace. La première image que l'on a des lieux est révélatrice de l'état d'esprit de l'entreprise. Chez Val-d'Oise Habitat, c'est un accueil qui correspondra à tout type de personnes. On reçoit le locataire, on reçoit l'élu, on reçoit l'entreprise, le prestataire de service. À mon sens, l'accueil est identique pour tout le monde. Si les espaces sont agréables et bien agencés, on s'y sentira détendu et d'une certaine manière attendu et accueilli. C'est vraiment important. Un personnel accueillant et disponible confortera ce sentiment. Merci Isabelle. Le deuxième sujet sur la plateforme. Janvier 2020. Alors voilà, ça y est, on y arrive enfin. Je pense que tout le monde en a entendu parler et tout le monde attend avec impatience ou parfois avec quelques appréhensions. Cela dit, il va falloir prendre du recul, mais la plateforme téléphonique arrive. Elle est enfin là, prête à nous aider dans notre quotidien. Et elle a été pensée dans un ensemble global, en fait, pour répondre à une demande
à une demande qui est quand même parfois très large, puisqu'elle va toucher aussi bien les collaborateurs en interne que nos partenaires, mais également nos locataires, enfin tout ce qui est externe également. Il ne faut pas voir que le côté téléphonique, parce qu'on a des demandes de toutes parts qui se matérialisent de diverses façons. Bien sûr le téléphone, mais physiquement, mais on a aujourd'hui les courriels, les SMS, les appels téléphoniques. Enfin, c'est vraiment très très large en termes de demandes. Et puis, donc on a quand même besoin, on a vraiment besoin de cet outil pour pouvoir quantifier les choses, pour pouvoir également se mesurer, se noter, et puis répondre au mieux à la demande. Pour moi, mettre en place cette plateforme est un avantage. Pourquoi ? Parce que j'aurai moins de locataires mécontents face à moi. De plus, je pourrai accueillir d'autres visiteurs sans faire attendre longtemps et avec moins de stress. Et à côté, ça permet d'avancer sur d'autres tâches administratives sans difficulté. La démarche globale de la qualité de service, on la voit au quotidien au sein de la DSI, car on travaille sur un outil de ticketing, Clarilog, pour la réclamation interne. C'est un outil qu'on est en train de repenser. On va essayer de le faire évoluer pour améliorer le traitement et le délai des demandes et des incidents des utilisateurs. La plateforme téléphonique a du sens puisqu'elle s'inscrit dans la même réflexion de répondre au mieux et dans les meilleurs délais aux locataires et à tout interlocuteur externe. Ça va surtout soulager nos collègues, nos conseillers de proximité qui travaillent à l'accueil, parce que les appels, elles en ont, en fait, elles sont au téléphone, elles en ont 3 qui sonnent en même temps, donc c'est compliqué à gérer, plus le flux des locataires qui arrivent en physique, donc elles déjà, ça va les soulager énormément. Pour le locataire, la plateforme va apporter des réponses plus simplifiées, plus directes. Ça va permettre de répondre à tous les appels de tous les locataires et on va être un peu moins sollicité parce qu'on est pas mal sollicité sur le téléphone et voilà. Et ça va nous permettre aussi de centrer tous les travaux importants à prendre tout de suite et aussi de voir les choses qui peuvent mettre un peu plus de temps à se faire, quoi. Parce que des fois, c'est vrai qu'il y a des interventions qui doivent se faire dans l'urgence. Donc c'est très bien de pouvoir cibler telle et telle intervention. La plateforme téléphonique, dans un premier temps, ça va permettre une amélioration des taux de décroché, puisqu'on a pas mal de remontées d'insatisfaction au niveau des amicales et des locataires. Et dans un deuxième temps, pour les services de proximité, ça va permettre de répondre instantanément aux demandes de locataires, puisque les demandes seront tracées et on pourra apporter une réponse bien claire, ce qui permettra une satisfaction de l'ensemble de locataires et de nos amicales. La mise en place de la plateforme téléphonique va être vraiment très importante, surtout au niveau de notre agence à Sarcelles. On a une masse d'appels qui sont malheureusement non traités parce que malgré l'amélioration du service technique qui a amélioré le nombre de postes, on reste toujours dans la triste réalité qu'il y a à peu près au moins 50% des appels qui ne sont pas traités. Et donc toutes ces personnes ou tous ces appels qui ne sont pas traités, c'est des locataires qui ne sont pas satisfaits. Et donc on avait vraiment besoin de cette plateforme téléphonique pour aboutir à des meilleurs résultats et une meilleure écoute et répondre au mieux à nos locataires. Et au plus vite surtout. Merci à vous. Ne vous inquiétez pas, Christophe, on va s'améliorer. Voilà, donc on voit que beaucoup de choses sont mises en place et démontrent la bonne dynamique du projet d'entreprise. De nombreux projets sont en cours. L'Office franchit petit à petit des étapes. On va aborder maintenant l'axe 3 qui est d'être acteur du développement du territoire. C'est déjà nous positionner comme référent en matière de qualité, mais ça passe également par une diversification de nos produits, valorisation de nos savoir-faire, donner de la visibilité sur nos actions, accroître notre notoriété et adopter de nouvelles stratégies économiques. Stéphanie, toi qui es sur la direction achat, pour toi, qu'est-ce que c'est, comment on fait pour être acteur du développement du territoire ? Alors, comment on fait pour être acteur du développement du territoire ? Alors, je ne sais pas s'il y a des formules magiques, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut être actif et il faut être proactif. Donc, sur la partie des achats que, pour le coup, je maîtrise, être actif et proactif, c'est surtout être proche de nos fournisseurs et proche de nos prestataires. Ça veut dire qu'il faut les connaître,
il faut qu'eux nous connaissent également, et il faut qu'on soit également capable de générer un échange qui nous permettra d'être plus efficaces dans le traitement et dans la mise en œuvre de nos marchés. Alors, Val d'Oise Habitat doit être acteur du développement du territoire, et pas n'importe quel territoire, en fait, c'est le territoire du Val d'Oise, territoire dynamique, en pleine mutation. On pense notamment au Grand Paris, mais c'est surtout le territoire du département. Et il est important de rappeler que le département, on est sous la tutelle du département. C'est important. Mais bien au-delà, en fait, finalement, du logement social, notre objectif, c'est d'être un acteur référent de l'habitat, et donc de l'habitat au sens large, bien au-delà du logement. Donc nous tendons effectivement à nous diversifier. Quelques exemples, on accompagne le parcours résidentiel de nos locataires qui souhaitent accéder à la propriété avec plusieurs dispositifs comme la location-accession, le PSLA ou la vente HLM. On les accompagne du début jusqu'à la fin pour les passer du statut de locataire vers celui de propriétaire, voire parfois copropriétaire. On tend aussi à répondre aux besoins d'une population toujours plus large en diversifiant notre patrimoine. On gère également des résidences pour personnes âgées, des foyers universitaires, des foyers pour jeunes travailleurs. On essaye également, en partenariat avec les collectivités territoriales, de redynamiser, de renforcer les centres-villes, notamment en matière commerciale, puisqu'on a une activité de gestion locative commerciale. On lutte pour éviter la paupérisation du tissu commercial de proximité, notamment. Et enfin, on participe aussi aux actions associatives, puisqu'on dispose d'un patrimoine de locaux que nous mettons à disposition des associations qui interviennent dans nos quartiers, dans nos résidences. Finalement, on est amené, pour devenir ce partenaire référent de l'habitat au sens large, on est amené à se diversifier et à développer, c'est certain, encore de nouveaux outils. C'est donc tout l'enjeu de la création de votre direction. Exactement. Dont je ne dirai pas le nom parce qu'il est à rallonge et il fait 5 lignes. Donc comme le projet de l'émission de télé, il faudra absolument qu'on travaille dessus. Tout à donc fait. c'est gestion, commercialisation des locaux spécifiques, etc., etc. Mais je crois qu'il y a une petite vidéo qui est là pour illustrer un petit peu ces Oui, nouveaux un peu métiers. plus tard, du coup, dans le journal. Bien. Bon. Merci beaucoup à toutes les trois. Merci. Vous pouvez les applaudir. Donc, restez 2 petites secondes. On l'a bien compris, le projet d'entreprise, c'est quoi? C'est le cap. C'est pas qu'un document poussiéreux avec des dessins qu'on a mis dans un placard. Hein. C'est la définition de notre plan d'action, de vos objectifs, de la direction là où vous allez, et là où doit se rendre l'Office pour tenir ses engagements. Donc encore une fois, merci à vous parce que c'est un sujet dont on entend parler tout le temps. Parfois, on en entend parler de manière un peu techno. Donc l'objectif aujourd'hui, c'était de le rendre vivant puis de le rendre concret. Donc au quotidien, le projet d'entreprise, c'est des actions et c'est quasiment ce que vous faites tous les jours. Donc c'est d'autant plus fondamental que ça prépare notre avenir, alors par des nouveaux projets, mais aussi parce que ça développe nos outils et ça améliore notre performance par l'intermédiaire de nos procédures. Donc merci à tous. En tout cas, vous pouvez vous applaudir. Hein. C'était, je ne sais pas qui a commencé, mais oui, bien sûr. Donc avant d'accueillir ou de lancer la prochaine séquence, je vous propose une petite pause sportive pour prendre un petit peu l'air. Merci encore à tous. Le sport nous réunit toutes et tous autour de nos valeurs communes. La solidarité, la cohésion d'équipe, la volonté, la force d'y arriver. Le jeudi 27 septembre a eu lieu la 12e édition de la course solidaire interentreprises de Cergy. Organisée par l'association Special Olympics France, sa mission est d'offrir aux personnes qui subissent un handicap mental la possibilité de s'épanouir par le sport. Les fonds récoltés ont obtenu de financer d'autres projets sportifs pour offrir aux personnes qui vivent avec un handicap mental la possibilité de s'épanouir grâce au sport. Ce challenge, relevé haut la main par nos collaborateurs Val d'Oise Habitat, fut un moment de solidarité et de partage au cours duquel chacun a pu se mesurer à ses propres défis en apportant une contribution positive et engagée à la récolte des dons. Car comme le rappelle le slogan de la course, c'est avec le soutien de chacun que nous changeons le regard de tous.
Vous pouvez vous applaudir, hein, c'était des bons moments. Le sport, c'est important dans la vie privée, mais c'est important dans l'entreprise aussi. Donc, on aura l'occasion, par l'intermédiaire des différents Flash Info, de vous redonner les dates des prochains tournois ou des prochaines compétitions. La rubrique suivante, c'est notre enquête spéciale sur l'organisation. Et pour ça, j'ai le plaisir de demander à Corinne Poilane de me rejoindre. Vous pouvez l'applaudir aussi. Bonjour Corinne. Bonjour Séverine, bonjour à tous. Alors avant de rentrer dans le détail, rapidement, organisation, ajustement organisationnel, on en entend souvent parler. Tu peux nous en dire 2 mots ? Alors, nous avons effectivement dû réaliser plusieurs ajustements d'organisation depuis notre rassemblement, enfin notre fusion, et notamment en octobre 2018, donc pour plusieurs raisons. Tout d'abord, pour améliorer et simplifier le fonctionnement et la gouvernance de l'Office, et ainsi améliorer la lisibilité interne et externe de l'organisation, mais également faire ressortir les thématiques fortes de l'organisation et du projet d'entreprise, et favoriser la transversalité de la communication. Et pour enfin également flécher le pilotage des projets stratégiques de l'Office. Alors au-delà de, et avant de rentrer dans le détail, hein, on vous fera une petite présentation exhaustive des différents pôles, qui sera plus facile le jour où on aura un annuaire dématérialisé en ligne, actuel, de jour en jour. J'en profite pour passer des petits messages hein, au passage. Il me paraissait important de vous faire un point sur les effectifs et sur surtout la répartition qu'on a de nos équipes par catégorie. Donc au 31 octobre, hein, on n'a pas réussi à faire l'année pleine. Alors au 31 octobre, donc, nous sommes 368 collaborateurs, ce qui représente 335 collaborateurs en CDI, 179 femmes et 156 hommes, 18 collaborateurs en CDD, 11 femmes et 7 hommes, comme vous pouvez le voir, 10 fonctionnaires, 10 femmes, et 5 personnes donc jeunes parmi nous qui sont en contrat de professionnalisation, 2 femmes et 3 hommes, ce qui représente 202 femmes pour l'Office et 166 hommes. Vous aurez l'occasion d'ici le mois de mars de voir au travers des nouveaux index égalité femmes-hommes ou hommes-femmes, suivant dans le sens dans lequel on se place, montrer un petit peu le score qu'on a, parce qu'on doit le remettre à jour sur la totalité de l'année 2019, donc on pourra vous redonner un petit peu plus de détails. La répartition par catégorie. Alors nous avons 100 cadres et cadres de direction, 94 techniciens et agents de maîtrise, 159 employés et ouvriers, 10 fonctionnaires comme je le disais précédemment et 5 personnes en contrat de professionnalisation. Voilà pour les catégories d'emploi. Merci. À ce moment-là, il nous semblait important de faire un petit zoom sur les mouvements avant de saluer l'ensemble des arrivées tout au long de l'année 2019. Alors nous avons eu effectivement 74 nouveaux collaborateurs arrivés pour l'année 2019, 64 départs. Et à ce jour, nous pouvons dire qu'il nous reste encore 15 postes vacants par rapport à l'organisation cible que nous avions fixée en 2018. Ces mouvements, Corinne, c'est l'ensemble des CDI, des CDD, des intérimaires, des remplacements, maladies, etc. Tout à fait, ce qui explique ces chiffres. OK. Un petit zoom sur les arrivées de l'année. Alors, on avait prévu de citer tout le monde, mais comme vous êtes un peu nombreux, c'était un petit peu difficile dans le timing. Donc, je pense que certains d'entre vous se reconnaîtront. En tout cas, merci de nous avoir rejoints. Donc, toutes les personnes, effectivement, qui nous ont rejoints en CDI et les alternants pour l'année 2019. Donc, vous êtes effectivement nombreux. Au 31 octobre. Hein, oui, tout à fait, toujours. Il nous reste encore un petit peu en fin d'année. Il y en a qui n'ont pas donné leur photo, apparemment. Il y en a 2. Dont un que je connais bien. Alors, merci. Donc, avant de rentrer dans le détail du pôle, il nous semblait important de revenir sur la gouvernance, parce qu'effectivement, on a quand même près d'une centaine de personnes qui nous ont rejoints cette année, et donc remettre un petit peu au clair le fonctionnement de la structure. La gouvernance, c'est une présidente qui va nous rejoindre tout à l'heure, Marie-Christine Cavecchi. Elle est présidente de l'Office public départemental, mais elle est également présidente du Conseil départemental du Val d'Oise. C'est également un conseil d'administration avec 23 administrateurs, vous les verrez tout à l'heure puisqu'ils seront présents avec nous à l'occasion de la cérémonie des vœux. Un bureau de 7 membres, en plus des membres de la direction générale, qui en alternance tous les mois avec le conseil d'administration prépare les travaux du conseil d'administration. Donc, ce qui vous permet aussi de comprendre le circuit des notes ou des fonds de dossier qu'on vous demande, c'est-à-dire qu'on vous demande des notes le mois de janvier, par exemple, pour le CA du mois de février, pour le bureau de janvier, qui permet de préparer les travaux, d'amender, de modifier, de réajuster avec les élus, en vue de passer des délibérations et des votes, c'est-à-dire d'acter des décisions qui sont faites uniquement dans le cadre du conseil d'administration.
Des commissions ad hoc. Alors, pour ne citer que la commission d'attribution de logement, la CAO et chez nous la commission sociale et solidaire. Et là, j'ai un écran noir. Voilà, qui est revenu. Le comité social et économique, donc l'ancien CE qui a changé de nom l'année dernière, et un certain nombre d'instances internes sur lesquelles on va revenir. Donc là, vous avez vu comment on fonctionnait vis-à-vis de nos élus et de la gouvernance, comment on fonctionne en interne. Il y a deux grosses organisations, le COMEX et le CODIR. Le COMEX, c'est le comité exécutif qui reprend la totalité de la direction générale et des 4 directeurs de pôle, qui se réunit tous les 15 jours. Le comité de direction qui est élargi, puisqu'on est un peu plus de 20 membres qui se réunissent tous les mois. Et un certain nombre de réunions ad hoc sont les comités de territoire, mais on aura l'occasion d'en reparler, les réunions que vous faites dans vos directions, les comités d'engagement, etc. Oui. Alors, avant de rentrer dans le pôle de direction générale, qui est donc composé d'assez peu de membres, mais qui me sont rattachés en direct. Donc Marc, directeur général adjoint, donc à mes côtés, et qui m'épaule et qui accompagne également la présidente. Nos 2 assistantes de direction sont Fatima et Mélanie, que vous connaissez, je pense, en tout cas au moins par mail pour certains d'entre vous. Fabrice, le responsable du contrôle interne et de la maîtrise des risques. Et puis Akima. Alors en fait, c'est pas que Akima, c'est la direction de la communication. Qui est donc du coup une structure qui est issue là pour le coup du projet d'entreprise, parce qu'avant on avait 2 référents communication, c'était pas une direction à part entière. Donc dans le cadre du projet d'entreprise, on a voulu se doter d'outils de communication plus importants. Et je crois qu'Akima, vous nous avez préparé une petite vidéo pour nous expliquer un petit peu les enjeux de votre direction. Bonjour, je suis Akima Belloul, je suis directrice de la communication chez Valdoise Habitat depuis juin 2019. Aujourd'hui, Valdoise Habitat, c'est un office d'envergure. C'est le 5e office francilien, de par sa taille. Compte tenu de ce dimensionnement, il y avait une nécessité à la création d'une direction de la communication. Sous l'impulsion de la direction générale, et en étant intégrée au COMEX, la communication va porter la voix de l'office pour mettre en lumière les valeurs, les actions, d'abord en interne, puis en externe. En interne, il va s'agir de mettre en avant les collaborateurs, leur métier, leur quotidien et de partager la vision et les activités de l'office. En externe, il va s'agir de formuler les messages justes et fidèles à nos valeurs pour exprimer au reste du monde qui l'on est et ce que l'on fait. Aujourd'hui, la direction de la communication est composée d'un pôle digital qui est piloté par Anissa Soufi. Ses missions sont par exemple la refonte du site internet, l'animation des réseaux sociaux. Un pôle éditorial qui est piloté par Johanna Guignard. Ses activités sont par exemple la rédaction du journal interne, du rapport d'activité, la mise en place d'un outil interne d'information. Et enfin Léa Delesse, en alternance, qui appuie sur les différents projets de la direction. En 2020, nous allons nous fixer des objectifs pour faire évoluer les indicateurs d'image et de notoriété de Valdoise Habitat. Nous allons venir à votre rencontre pour vous présenter notre activité et vous indiquer qui sont vos interlocuteurs dans le service. On peut les applaudir. Merci à elles, ce ne sont que des femmes et en plus elles ont toutes des A dans leur prénom. Akima, Anissa, Johanna et Léa. Voilà. Alors maintenant, Corinne, on rentre un petit peu dans le détail des 4 pôles métiers. On commence par le pôle patrimoine. Tout à fait. Alors le pôle patrimoine comprend 3 directions. La direction de la maîtrise d'ouvrage, la direction exploitation du patrimoine et la nouvelle direction créée, comme on l'a dit tout à l'heure, la direction donc commercialisation et gestion des locaux d'activité, vente et copro. Donc les objectifs de ce pôle sont de définir une stratégie patrimoniale globale pour l'office pour répondre au mieux aux enjeux de demain, comme nous l'avons également indiqué tout à l'heure, optimiser les coûts et avoir une véritable prospection foncière et une mise en place des produits nouveaux. Pour cela, donc, nous avons au sein de la direction commercialisation et gestion des locaux d'activité créé un nouveau métier qui est celui donc, de commercialisateur et nous allons avoir en image donc, un petit exemple et un témoignage d'Aurélia Castelli.
Je suis responsable commercialisation en charge de la commercialisation et de la gestion des contrats de location-accession, des ventes HLM et de la commercialisation des locaux d'activité. La création de ce poste correspond à un besoin qu'avait l'Office d'avoir un référent dans le cadre de ses activités de vente et de commercialisation de ses cellules d'activité. C'est à la fois un poste qui est transverse, support, mais également opérationnel puisqu'il correspond également à de l'accompagnement des accédants à la propriété. Le rattachement de ce nouveau métier à la direction gestion et commercialisation est cohérent puisqu'il ne s'agit pas du cœur de métier historique de l'Office. La création de cette direction permet une meilleure visibilité de l'activité à l'interne et à l'externe. Le rattachement est également cohérent puisque j'interviens dans la commercialisation des locaux d'activité en lien avec la responsable administrative des locaux spécifiques. Cette nouvelle prise de poste correspond pour moi à une évolution professionnelle, mais également à un retour à mon activité originelle. C'est à la fois enrichissant et stimulant intellectuellement. Merci Aurélia. Alors, deuxième ajustement organisationnel qui a eu lieu récemment au sein du pôle patrimoine. Tout à fait, nous avons désiré, enfin en tout cas souhaité intégrer le service GPA, donc qui est la garantie de parfait achèvement, au sein de la direction de la maîtrise d'ouvrage. Et je vous propose aussi une petite vidéo d'émission de ce service GPA. Nous sommes à Montsou dans le cadre de la livraison des 141 logements. Donc c'est une grosse opération pour Val d'Oise Habitat. Je suis responsable du service GPADO, donc garantie de parfait achèvement et dommage ouvrage, au sein de la direction de la maîtrise d'ouvrage. Et sur Montsou, l'objectif c'est que la réception se passe le mieux possible pour que l'exploitation et la proximité prennent en main un immeuble et des logements en bon état, où il y ait le moins de réserves possible. Bon, bah, c'est propre là, ils ont bien avancé depuis la dernière fois. Là, les voies toilettes, c'est nickel. Hein. On n'en a jamais eu des comme ça sur d'autres opérations. Hein. La proximité, bah, c'est Fouad, hein, parce que c'est lui qui va faire les états des lieux avec les locataires. Je suis Fouad Inmi, je suis le gardien Val d'Oise Habitat à Montsou. Donc je viens pour prendre connaissance de mon nouveau site, voir l'état des travaux et faire une partie de la réception des logements finis. Et puis Nathalie... Elle va s'occuper de la garantie de parfait achèvement. Donc c'est tout ce qui se passe en première année après la livraison, puisque le gardien va repérer un certain nombre de désordres. Bon, l'objectif c'est qu'effectivement il y en ait le moins possible et qu'ensuite le service puisse faire l'interface avec le promoteur et ses entreprises pour régler les différents désordres. Bon, bah là, c'est donc, bon, on a noté les réserves. Ouais, c'est bon, tu as tout vu, là, ta liste, tu as bien tout checké? Ouais, c'est bon. C'est bon? Ok. Bon, non. C'est lequel le 300 Le 302, je crois. Cette phase, elle nécessite une grosse préparation, puisqu'il faut quand même rentrer dans tous les logements pour vérifier si tout fonctionne, l'électricité, le chauffage, la ventilation, pour faire en sorte qu'au moment où le locataire rentre dans les lieux, il n'y ait plus de désordre et plus aucune réserve de réception. On était la semaine dernière à 10 réserves par logement, donc sur l'ensemble, ce qui faisait un total de 1400 réserves, donc ce qui était énorme. Donc là, aujourd'hui, nous avons commencé dès 9h et sur 3 heures à peu près, nous sommes à 2-3 réserves par logement, donc il y a eu un gros travail de fait. Donc, ce qui permettra pour l'entrée dans les lieux des futurs locataires d'avoir un minimum de réserves et que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Donc il y a une articulation et une transversalité qui est importante entre effectivement la proximité et la direction de la maîtrise d'ouvrage à travers le service GPADO, qui est un nouveau service. Elle a été créée il y a 1 an. Ça permet d'avoir une fluidité entre les différents services, d'être très réactif quand il y a une réclamation, qu'elle soit traitée dans les plus brefs délais, pour justement la satisfaction du locataire, des valeurs importantes de Val d'Oise Habitat, et aussi pour l'amélioration de la qualité, qui est aussi effectivement dans les objectifs 2021 de Val d'Oise Habitat. Bravo à eux, hein. Patrick, vous menez ça d'une main de maître. Je ne sais pas où vous êtes.
mais je vous ai aperçu tout à l'heure. Le pôle ressources ? Alors, le pôle ressources donc, regroupe les fonctions support. Et comme vous pouvez le voir, donc la direction des achats et moyens généraux, le service des ressources humaines, qui est toute la gestion administrative du personnel, la direction gestion comptable et budgétaire et le service juridique. Et pour cela, on voulait juste faire un petit clin d'œil à notre nouveau directeur du pôle ressources qui nous a rejoint mi-décembre et qui va se lever. Qu'il est juste devant. Pascal Claude. Pascal Claude. Bienvenue à vous. C'est arrivé juste avant Noël. Alors, les objectifs de ce pôle sont de maîtriser et optimiser les finances et les ressources, bien évidemment, assurer une veille réglementaire, foncière et juridique, et mutualiser les achats. Et dans ce cadre-là, donc, nous avons effectivement dans ce pôle créé la direction des achats, et je vous propose un témoignage de Stéphanie Desrands, donc, qui pilote cette direction. Donc la direction des achats a vu le jour chez Val-d'Oise Habitat il y a de ça 1 an. Elle regroupe l'ensemble des services de la commande publique et des moyens généraux. Sous l'impulsion de la direction générale, la direction des achats a pour but de structurer l'ensemble des dépenses de l'entreprise qui entrent ou pas dans le cadre des marchés de la commande publique. L'objectif, au regard des enjeux qui sont les nôtres, est de pouvoir travailler sur un processus global qui structurera l'ensemble du travail des équipes et des services de l'entreprise pour trouver le juste équilibre entre la performance économique, la sécurité juridique et l'efficacité opérationnelle. Pour pouvoir ce faire, nous avons pour ambition et pour objectif de travailler sur un spectre beaucoup plus large que celui qui est le nôtre aujourd'hui et d'engager une démarche en amont de nos marchés sur le marché fournisseur. Il va falloir que nous puissions être capables également de piloter, de manager notre relation fournisseur avec une démarche structurée en aval de façon à ce que nous puissions mesurer l'efficacité de notre démarche. Nous sommes dans un contexte économique et régional qui est dynamique, qui s'impose à nous du fait des travaux du Grand Paris et nous devons être sachants sur la maturité du marché fournisseur pour pouvoir travailler efficacement sur nos marchés publics. Au regard également des enjeux qui sont ceux que nous impose la loi Elan, nous ne pouvons plus traiter notre démarche achat uniquement sous le spectre de la commande juridique et de l'aspect juridique des marchés. La relation de travail que nous initierons en amont avec nos fournisseurs reste essentielle pour pouvoir nous permettre de traiter au mieux les marchés de demain. Merci Stéphanie. Le pôle projet et innovation ? Oui, alors le pôle pilotage de projet innovation, donc ce pôle comprend, comme vous pouvez le voir, la direction des systèmes d'information, excusez-moi, je vois plus très bien, les compétences, le développement des compétences et gestion des carrières, les méthodes, la méthode et l'évaluation, la cellule qualité de service et tout le volet coordination donc de la donnée. Et un petit clin d'œil également à la responsable qualité de service, donc nouveau service créé, qui nous a rejoint aujourd'hui, qui est Gladys Bellès, qu'on demande... Bienvenue à vous, Gladys. Bienvenue. Vous arrivez à point nommé, comme on pourrait dire, en immersion totale. Hein. Bienvenue. Alors, les objectifs de ce pôle sont de suivre la mise en œuvre opérationnelle du projet d'entreprise, d'accompagner à la conduite du changement, parce que c'est très important pour mener à bien ce projet, de regrouper au sein donc de ce pôle tous les métiers et les outils nécessaires pour en assurer l'efficacité. Et comme on vient de le dire, donc avec la création du service qualité de service, avec la cellule qualité de service, pardon, nous avons effectivement le moyen d'améliorer progressivement avec sa venue, en tout cas de performer sur la qualité de service. Tout à fait. Le dernier pôle ? Alors, le pôle proximité, voilà, que je pilote, donc, qui regroupe les 3 agences situées donc à Cergy, Sarcelles et Franconville. Donc agences qui sont en place et ouvertes depuis 2018. Et nous avons donc réorganisé ce pôle avec la création de 2 directions, la direction gestion locative et la direction territoriale. Donc au sein de ces directions, plusieurs services, et notamment une cellule que nous avons créée sécurité. Et je vous propose le témoignage d'Angelina Grou, qui est la directrice territoriale.
La cellule sécurité, c'est un sujet important puisque depuis maintenant quelques années, on constate un accroissement des difficultés en matière de sécurité et de tranquillité au sein de nos résidences. Et c'est un sujet qui est central pour nos locataires puisque c'est une des grandes parties de leur bien-être au sein de notre patrimoine. En mai 2018, Val d'Oise Habitat a signé une convention avec le procureur de la République ainsi qu'avec les autres bailleurs et avec la préfecture de façon à pouvoir permettre des échanges favorisés entre les différents partenaires et à améliorer les difficultés qu'on rencontre sur le terrain en matière de sécurité. Le travail de cette cellule sécurité, qui est en cours de création, puisque nous venons de recruter une personne qui arrivera en principe à la fin du mois de février, début mars, ce sera de créer une véritable stratégie de Val d'Oise Habitat pour la tranquillité de nos locataires, avec la création d'un observatoire de la sécurité et de la tranquillité, la réalisation d'un diagnostic sur la base de cet observatoire, et enfin la définition d'une stratégie en fonction des secteurs, en fonction des territoires, de façon à favoriser la tranquillité de nos locataires. Le deuxième rôle de cette cellule sécurité, c'est d'améliorer les échanges avec nos partenaires des forces de l'ordre, le procureur, la préfecture, etc., de façon à ce qu'on puisse mieux améliorer la connaissance de nos secteurs par la participation à des groupes de partenariat opérationnels de façon très régulière et sur chacune des communes concernées, et puis la favorisation des échanges aussi administratifs de façon à pouvoir suivre, nous, nos dossiers contentieux pour troubles et à pouvoir mener jusqu'à leur terme, les possibilités d'expulsion pour troubles et ramener le calme dans les quartiers. Enfin, l'idée de cette cellule sécurité, c'est de soulager le travail des agences qui sont sur le terrain au quotidien et qui gèrent ces troubles aussi de jouissance. Et puis c'est évidemment d'améliorer la qualité de service qui est une priorité pour Val d'Oise Habitat. Merci Angelina. Alors, au-delà du détail des pôles, où on a une organisation de manière un peu traditionnelle, il y a surtout à mettre en avant des nouvelles fonctions et des nouvelles missions. On voulait revenir sur le rôle de référent. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. C'était Rachid quand il était référent sur le workflow. Mais ça va bien au-delà de ça. Donc, on voulait faire un petit point sur ça. Alors, juste avant, Séverine, si tu le permets, on a un nouveau métier aussi que nous avons mis en place sur le service attribution, qui est le poste de gestionnaire mobilité. Désolée Stéphanie. Donc effectivement, Stéphanie Biscup et Betty Alexis occupent ces nouvelles missions depuis le début de l'année, à peu près. Voilà, pour Stéphanie, c'est un peu plus récent. Et en tout cas, le but a été effectivement de favoriser, de renforcer le parcours résidentiel de nos locataires. Donc avec des permanences qui sont réalisées en agence et on reçoit les locataires également au siège. Donc à ce jour, on a environ, un peu plus de 140 mutations qui ont été réalisées du fait de la mise en place et donc c'est à poursuivre et à continuer d'améliorer. Un sujet fort sur lequel le conseil d'administration nous avait mobilisé en début d'année 2019, d'où l'idée effectivement de réorganiser le service en conséquence et on sait que c'est un sujet qui revient très très souvent. Tout à fait, de garder nos bons locataires. Tout à fait. Nos référents maintenant. Voilà, donc pour poursuivre l'évolution de notre organisation et nous permettre encore de nous adapter à nos besoins, ça a été l'occasion de réaliser donc 3 Zooms, notamment un premier sur les nouvelles fonctions de référents, avec un accent qui a été mis donc sur 4 d'entre eux. Et je vous propose une petite image. Bonjour, Gabrielle Gourmelon, juriste droit social et référente risques psychosociaux. Mon rôle de référente m'inscrit dans une démarche de prévention des risques liés à la santé physique et morale. Nous pouvons tous être confrontés à ce type de difficultés telles que le stress, le sentiment d'être surmené, d'être sous pression. Il est important d'en parler, d'avoir un lieu d'écoute afin de ne pas se laisser déborder. Bonjour, Karine David, je suis gestionnaire locatif sur l'agence de Cergy. J'ai choisi d'être référente harcèlement sexuel pour venir en aide aux personnes qui rencontreraient une situation qui les mettrait mal à l'aise. N'hésitez pas à me contacter, on essaiera de trouver une solution ensemble, ne restez pas seuls. Bonjour, Elsa Fernandez, chargée des emplois et des compétences et référente handicap. En tant que référente handicap, je suis chargée d'orienter, d'informer et d'accompagner les personnes en situation de handicap. Je veille également à l'insertion et au maintien dans l'emploi des personnes handicapées, en les accompagnant notamment vers le statut de travailleur handicapé et en mobilisant certains dispositifs et financements pour leur permettre d'aménager leur poste de travail et ainsi améliorer leurs conditions de travail. Il faut savoir que le handicap n'est pas que moteur et visible, il est surtout invisible et il peut se décliner sous différentes formes. Il peut être visuel, auditif, mental. Si vous vous interrogez sur ces différentes situations, n'hésitez pas à me contacter.
Bonjour, Emmanuel Debrenel, je suis référent amiante à Valoise Habitat. Mon rôle de référent amiante est de vulgariser la réglementation amiante qui peut parfois être difficile à appréhender. Si vous rencontrez des situations où vous avez une problématique liée à l'amiante, n'hésitez pas à me contacter et je vous aiderai du mieux que je pourrai. Merci à eux. Alors bien évidemment, la liste des référents n'est pas exhaustive, hein. J'en profite au passage pour souhaiter un bon rétablissement à Emmanuel, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui nous rejoindra très rapidement. Une toute petite pause de quelques secondes pour saluer Madame la Présidente. J'ai vu que vous veniez d'arriver à l'instant. Bienvenue à vous. Alors pour comprendre une organisation, il faut un organigramme, il faut du sens, il faut effectivement un schéma clair avec des métiers clairement identifiés. Il faut aussi donner cette clarté, cette lisibilité dès l'arrivée dans l'entreprise, c'est-à-dire le plus vite possible. Et là, je crois, le service développement des compétences a travaillé quelque chose d'un petit peu nouveau chez VOH, alors qui existe ailleurs, mais qui était nouveau chez nous, qui est l'intégration de nos nouveaux collaborateurs. Tout à fait. Donc là, vous avez un retour en image sur nos premières sessions d'intégration qui ont été organisées courant novembre. Alors une qui concernait l'accueil de nos nouveaux alternants, le 27 novembre, et une seconde demi-journée qui a concerné l'ensemble de nos collaborateurs arrivés en CDI. Donc il est prévu ce parcours d'intégration une fois par mois, où au minimum 10 nouveaux collaborateurs sont parmi nous. Tout à fait. On peut faire aussi un retour en image sur ce que permet une organisation claire et lisible, hein, puisque de toute façon, comme vous l'avez vu tout à l'heure, le fait d'avoir des référents clairement identifiés sur des thématiques, et c'était le cas d'Elsa, parce qu'on va revenir sur le sujet du handicap, permet aussi de sensibiliser les gens et de travailler sur ces sujets-là de manière ludique. Donc Elsa est la garante de la fonction et au sein de l'entreprise. Après, vous êtes un certain nombre à avoir joué le jeu des réponses au quiz. Corinne, je te laisse juste redire un petit peu la particularité des lots, de la remise, parce que pour le coup, il y avait un petit peu de sens derrière tout ça. Tout à fait. Donc, c'était une initiative interne, hein, toujours dans le cadre de notre évolution d'organisation, qui a permis donc la mise en place d'un quiz auquel ont participé les collaborateurs, donc quiz sur le handicap. Et nous avons donc nos 3 lauréates que vous voyez ici en photo, qui ont été récompensées. Lauréates, oui, qui ont été récompensés. Alors, tu peux peut-être en dire plus sur les lots ? Alors oui, les lots sont en fait des lots qui ont été réalisés, fabriqués par des personnes souffrant de handicap au sein des AT. Donc ça a été aussi l'occasion pour nous de mettre en avant le travail d'un certain nombre de personnes. Alors ils ne sont pas tous valdoisiens, il y en a qui sont de l'Oise, de mémoire aussi, je crois. Mais je trouve que c'était intéressant aussi de leur faire un petit clin d'œil et de montrer que le handicap existe, il existe au sein de l'entreprise, mais ce n'est pas forcément une barrière en matière d'intégration, et en tout cas, on essaye de lutter pour. Voilà sur cette partie organisation. Corinne, je te remercie en tout cas pour ces explications et cette clarté. Avant de passer à la rubrique suivante, je vous propose une petite pause, non plus sportive, mais artistique. Bonjour, je m'appelle Léa et je fais partie de la direction de la communication de Val-d'Oise Habitat. Quel artiste sommeille en vous ? Ce talent mérite d'être reconnu et sera valorisé dans notre émission VOH TV dans le cadre d'une exposition itinérante. Alors je crois qu'on peut applaudir bien fort Léa. Je ne sais pas si elle est dans la salle, mais elle s'est prêtée avec sourire et dynamisme à la réalisation de cette vidéo. Donc vous l'aurez compris, l'objectif, si vous le souhaitez, hein, on ne vous oblige pas évidemment, c'est de nous faire partager vos passions, vos talents, les faire partager à vos collègues. Et l'idée est de nourrir régulièrement une émission télé sur ce sujet-là. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de Léa pour vous faire connaître si vous avez envie de partager vos passions. La rubrique suivante, il s'agit de parler de vous, il s'agit de parler de transversalité. Pour ça, je suis heureuse d'accueillir Christophe, Hélène et Marc. On peut les applaudir. Hein. Alors, transversalité, c'est un mot bizarre qui veut tout dire et rien dire. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ?
Oui, donc les collaborateurs font VOH, évidemment, au sein du projet d'entreprise, c'est avant tout vous, les collaborateurs. Alors des collaborateurs qui peut-être ont des talents, on espère en découvrir bientôt certains, mais surtout des savoir-faire, des compétences, des métiers, des expériences qui, pour être variés, sont pour autant des expériences et des compétences différentes. Donc l'idée, c'est d'apprendre à mettre un peu en musique l'ensemble de ces compétences, de ces savoir-faire, de les associer pour une qualité de service toujours meilleure. Donc l'enjeu du projet d'entreprise, c'est vraiment de travailler autrement, d'associer ses compétences, ses talents, grâce à plus de transversalité. Mais la transversalité à VOH en 2019, ça n'a pas été que des mots. Oui, la transversalité, c'est quelque chose qui est très concret chez VOH. Donc vous l'avez déjà vu par les projets qui ont été initiés en 2018 et 2019. Il y en aura en 2020, 2021, il y en aura après. Donc c'est des projets qui lient à la fois innovation, communication, transversalité, ça mélange toutes les directions, tout ça à la recherche d'efficacité. Alors pour illustrer un petit peu cette transversalité, nous avons souhaité vous présenter 3 exemples concrets. Le premier exemple tournera autour de la réflexion sur un nouveau mode d'habitat, notamment par le prisme du projet de Villiers-le-Bel, qui sera présenté par Hélène. Je vous présenterai ensuite les comités de territoire, donc un nouvel outil qui se déroule bien, qui sont des réunions qui sont organisées en agence sur lesquelles on communique et on débat sur des problématiques du territoire. Et le troisième exemple sera focalisé sur les lieux de travail, leur adaptation et surtout leur connexion via l'informatisation des loges, qui sont présentés par Christophe. Je laisse la parole à Hélène, donc. Alors Hélène, une résidence évolutive, qu'est-ce que c'est ? Résidence évolutive, résidence égalitaire. Il reste encore en effet un petit baptême à faire pour ce nouveau concept. C'est en 2018, dans le cadre de l'ANRU, que Val d'Oise Habitat a été interpellé, sollicité par la ville de Villiers-le-Bel, qui se lançait dans un appel à projet innovant portant sur l'égalité femmes-hommes. En tant que bailleur, Val d'Oise Habitat avait comme défi de proposer une résidence nouvelle génération permettant d'accueillir de manière plus égalitaire différents publics. Donc pour nous, c'était bien, c'était l'occasion aussi de réfléchir à l'habitat de demain, évoluer sur nos modes d'habiter, nos propositions. Donc de l'innovation, donc c'est au cœur de notre projet d'entreprise. Alors l'innovation, c'est bien, mais alors comment porter l'innovation ? Comment la partager ? Comment surtout y adhérer tous ensemble ? Donc c'était l'occasion d'engager une méthodologie de projet différente, plus transversale, on y revient, encore, la transversalité. Donc du mode projet, pour parler d'un point de vue un petit peu technique, technocrate. Donc comment ça se passe habituellement ? Habituellement, la maîtrise d'ouvrage élabore un programme, puis la confronte et l'enrichit aux autres directions pour la faire évoluer. Là, on a procédé un peu différemment. On s'est mis à plusieurs directions, 5 ou 6 autour de la table, une quinzaine de métiers, une quinzaine de collaborateurs. Et on a décidé d'élaborer le programme en amont, tous ensemble, de manière transversale. Donc, la direction de l'exploitation, la direction de la maîtrise d'ouvrage. Habituellement, on est habitué à travailler ensemble, mais là, on s'est aussi assis avec le pôle proximité, la politique de la ville, les attributions, l'ingénierie sociale, les responsables de secteur, les CDSU, les gardiens. Vous l'aurez compris, on a passé du temps entre concepteurs, utilisateurs, gestionnaires et constructeurs à réfléchir ensemble sur qu'est-ce que c'était l'habitat de demain. Donc réfléchir ensemble, c'est pas toujours facile. Donc on s'est fait aider, on s'est fait accompagner par des sociologues, des urbanistes, des programmistes extérieurs, et on a confronté nos idées. Alors les idées, c'était quoi ? Qui sont nos locataires aujourd'hui ? Est-ce que c'est toujours des couples, des célibataires, des familles avec 2, 3 enfants, qu'on loge dans des T2, des T3, des T4 ? Ou est-ce que ces publics ont évolué ? Peut-être qu'aujourd'hui, ce n'est pas que ça. C'est aussi des familles monoparentales, des familles recomposées, des gardes alternées, des publics vieillissants aussi, des personnes âgées, du handicap, on en a parlé tout à l'heure, avec des difficultés qui sont aussi des difficultés nouvelles, l'isolement, la fin des solidarités anciennes. Donc il fallait y répondre. Y répondre comment ? Avec quelle innovation ? Quel service pour accompagner les nouvelles formes de famille ? Alors on a eu des débats parfois très conceptuels, mais surtout très concrets. Est-ce qu'une buanderie collective, c'est une bonne idée ? Est-ce que des locaux vélos, ça doit être ouvert à la vue de tout le monde, ou fermé ?
Bref, vous l'aurez compris, on a beaucoup discuté, mais surtout on a avancé, partagé nos points de vue et on a évolué. Donc le résultat aujourd'hui, c'est quoi? Fin 2019, début 2020. Donc, c'est un programme qui est fini, qui propose une résidence nouvelle génération, où le logement s'adapte aux géométries variables des familles, où les espaces communs permettent la coveillance, permettent aussi l'émergence de nouvelles solidarités. C'est aussi un programme qui a été présenté en fin d'année à l'ANRU et qui a été salué unanimement pour son ambition très concrète. Donc je pense qu'on peut se féliciter là-dessus. Surtout féliciter le travail collectif. C'est vraiment la réunion de l'ensemble des directions métiers qui a permis cette innovation. Et c'est en ça que c'est vraiment fondamental et important. Mais ce qu'on voudrait surtout retenir, Séverine, de cette expérience, c'est qu'on a mis en place un nouveau fonctionnement plus collaboratif qui a permis d'enrichir l'innovation par l'expérience partagée. Et au final, ça se traduit par quoi? Par la montée en compétences de tous. Donc merci pour tout ça. On se retrouvera en 2020. Le projet Résidence égalitaire va évoluer, va rentrer en phase opérationnelle. Peut-être qu'avec VOH TV, on pourra revenir à d'autres moments. Peut-être, c'est sûr même. Certainement. Merci Hélène. Alors Marc, un autre exemple de transversalité qui est assez récent. Un autre exemple de transversalité qui, je pense, est une émanation directe du projet d'entreprise pour mieux travailler ensemble. C'est effectivement la mise en place des comités de territoire. Les premiers se sont déroulés en octobre-novembre dernier. Le principe, c'est donc une réunion 2 fois par an dans chaque agence qui regroupe les services du siège et les équipes des agences autour d'un ordre du jour qui est partagé, qui traitera dans un premier temps des informations qui seront communiquées par les services du siège, par exemple sur le patrimoine, des données économiques du patrimoine, le positionnement de chaque résidence dans le plan stratégique de patrimoine, tel que je l'ai fait lors des dernières réunions. Ça peut être la présentation aussi par la direction de la maîtrise d'ouvrage des opérations de construction neuve en cours, de réhabilitation, les projets qui sont à l'étude sur le territoire. Et c'est aussi la présentation des opérations de remplacement ponctuel de composants par la direction de la maintenance. D'un autre côté, sont abordés des problèmes particuliers qui sont remontés par les agences, que ce soit des problèmes d'ordre patrimonial, on a évoqué des vacances récurrentes de logements sur lesquels il fallait trouver des solutions, mais aussi des problèmes remontés par les locataires, des thématiques particulières, comme la problématique d'installation d'antennes relais, par exemple. J'en parlerai pas aujourd'hui. On n'en parlera pas aujourd'hui. Des dysfonctionnements majeurs relevés dans les résidences sur lesquels il faut apporter des solutions rapides, avec les problèmes de chauffage, de réseau, etc. À l'issue de ces réunions, des comptes rendus sont établis, également partagés. Et de ces comptes rendus émanent des actions engageantes qui sont reprises dans un tableau de suivi sous forme de matrice du qui fait quoi, quand et comment. Merci Marc. Donc un bel exemple, je crois que vous en êtes tous le témoin, des comités de territoire qui ont lieu cet hiver ont rencontré un franc succès. On vous communiquera rapidement la date des prochains qui est d'ores et déjà fixée, c'est ça pour le premier semestre. En tout cas, merci à tous de jouer le jeu, mais je crois qu'effectivement réunir tous les métiers d'expertise autour d'un même et unique territoire, ça a du bon et ça permet d'être beaucoup plus efficace. Alors Christophe, un autre exemple ? Oui, tout à fait, Séverine. Donc, un autre exemple. Donc, on va parler de l'informatisation des loges. On a parlé des valeurs d'entreprise tout à l'heure de VOH, les 4 valeurs. Dans ces valeurs, il y a la qualité de service. Et aujourd'hui, la force du secteur HLM par rapport au secteur privé, c'est sa proximité. C'est le rôle que le gardien, que la proximité a avec les locataires. Donc, c'est donc un rôle stratégique. Alors, l'informatisation, c'est pas qu'un PC sur un bureau. C'est un investissement pour VOH. On parlera de quelques chiffres tout à l'heure. C'est en fait une organisation qui se met au service de la performance et la qualité de service. Alors, un ordinateur, l'accès à notre logiciel, ça permet d'améliorer le service rendu aux locataires. Comment ? Déjà plus de réactivité. Donc, on améliore le suivi de traitement de la réclamation, on la saisit plus rapidement, on la traite plus rapidement, on la clôture aussi plus rapidement. Cette informatisation, elle est liée aussi à l'évolution du métier de gardien, qui aujourd'hui n'a pas que des tâches administratives, donc notamment tout ce qui est saisie des bons de travaux. Et donc en fait, il s'est posé la question à
le rapprochement avec le Pivois au début 2017, de pouvoir informatiser l'ensemble des loges de VOH. Donc aujourd'hui, il y a 68 loges sur le patrimoine. Donc la quasi-totalité de ces loges sont équipées d'informatique. Donc il restera 2 ou 3 qui seront équipées sur le premier trimestre 2020. Donc on peut dire quand même que sur ces 3 années, il y a un énorme travail qui a été fait. Vous pouvez vous féliciter l'ensemble des directions qui ont contribué, hein, parce qu'on aura mis près de 2 ans quand même pour le faire. Voilà, donc c'est un projet qui est long, hein. C'est un projet qui est coûteux, mais c'est un investissement pour Val d'Oise Habitat. On a parlé tout à l'heure de la plateforme téléphonique. Là, on est sur un autre volet de la réactivité et du service rendu aux locataires, qui est l'informatisation. Pour vous donner quelques chiffres, donc c'est 500 000 € de travaux dans les loges, c'est 85 000 € de matériel installé, 50 000 € de bureaux. À l'année, c'est 170 000 € de connexions sécurisées, donc ce qui fait un petit investissement de départ de 1 million d'euros, ce qui n'est pas rien. Aujourd'hui, pour les gardiens qui s'en servent, donc c'est quand même assez important. On a une montée exponentielle du nombre d'engagements qui est fait par les gardiens. En 2019, on est à 40% d'engagements qui sont réalisés par les gardiens, et en 2018, on était à 23%. Transversalité dans ce projet, c'est quoi? En fait, toutes les directions de Val d'Oise Habitat ont travaillé donc, pendant 3 ans à informatiser ces loges. Donc la proximité, bien sûr, avec le maillage et l'affectation des gardiens sur chaque immeuble. Les responsables de secteur qui accompagnent les gardiens pour tout ce qui est saisie de BT. La régie qui travaille aussi sur les petits travaux, les améliorations dans les loges. L'informatique, bien sûr. Donc, au niveau d'informatique, on est sur un peu plus d'une matinée par une demi-journée par poste, ce qui fait quand même un poste sur 3 mois à temps complet. La direction des achats pour tout ce qui est immobilier. La maîtrise d'ouvrage. Donc, aujourd'hui, on livre des programmes, il y a des loges à l'intérieur. Donc, il faut prévoir justement cette informatisation et cet aménagement. La direction de l'exploitation aussi, qui donne des avis techniques sur les programmes de réhabilitation pour la création de nouvelles loges. La direction de la communication, donc pour tout ce qui est signalétique. Donc en fait, c'est vraiment un projet qui a été transversal, qui est synchronisé au niveau du siège et qui a mobilisé toutes les équipes. Alors, le mieux étant encore la preuve par l'image, je vous laisse voir une petite vidéo de deux de nos gardiens qui nous parlent de cette informatisation. Bonjour, bienvenue à la loge de la rue Bourdelle. Je m'appelle Fatih, je suis gardienne sur le site depuis 24 ans. Bonjour Madame Marie. Bonjour Monsieur Roca. Ben, ça va, vous avez vu, on a le soleil aujourd'hui. Ah oui, j'espère que ça va venir. Eh ben, ça va. La maison, les enfants. Tout le monde va bien. Parce que comme j'ai souvent un truc qui reste allumé constamment, Oui, je réponds, il y a quelque voilà. chose de tout. Mais là, ça peut... Alors maintenant que Monsieur Rocard est parti, je vais donc traiter la réclamation pour que l'entreprise puisse intervenir pour régler le problème d'ampoule qui dysfonctionne tous les 2-3 jours. Je viens de recevoir la réclamation, donc je vais faire le BT, que j'envoie la signature et après je l'envoie à l'entreprise. Donc il y a aussi une certaine évolution du métier de gardien, puisque maintenant ils font énormément de tâches administratives en plus de leurs tâches ménagères. Ils sont partagés à 50-50, on va dire, sur les deux, en sachant que l'administratif est quand même quelque chose de très prépondérant en fait quand même dans leur métier. Ils vont avoir donc le matin toute la partie entretien ménager de leur bâtiment, s'assurer que tout fonctionne bien aussi sur leur patrimoine qu'ils gèrent. Et la deuxième partie, donc l'après-midi, ça va être tout ce qui est administratif, c'est-à-dire récupérer les réclamations, les créer, faire leur bon de commande, s'assurer que les entreprises viennent réaliser les travaux, les réceptionner, s'assurer que les travaux ont été correctement faits. Bonjour, Nathalie, gardienne référente. Je suis là pour le suivi des travaux des entreprises. J'ai mon bureau qui est situé à Villiers-le-Bel. Je prends beaucoup de rendez-vous, donc le locataire m'appelle. S'il veut me voir tout de suite, j'essaye de m'arranger pour arriver dans la demi-heure. Autrement, je prends un rendez-vous avec lui le lendemain, le surlendemain, à moins que je puisse traiter l'affaire par téléphone. Autrement, je me déplace.
Mais pour l'instant, je me sens bien, je ne m'en lasse pas, je ne fais pas du tout la même chose tous les jours. Et c'est ce qui est très intéressant au niveau de ce travail. Sans les gardiens, il n'y a pas de bailleur social en fait. Il n'y a que eux qui font que tout ici peut fonctionner. C'est une collaboration en fait, étroite entre eux et le responsable de secteur et le gardien. Merci à eux. Alors quel est ce symbole, Christophe ? Donc on a voulu utiliser une petite métaphore, c'est la métaphore du maillon et de la chaîne. Donc comme on l'a vu, donc la proximité, le gardien, c'est vraiment le premier maillon de la chaîne de la qualité. Donc aujourd'hui, c'est à nous, les autres directions, de s'accrocher à ce maillon pour que la chaîne soit solide et que le locataire puisse avoir la qualité auquel il attend. Merci à tous les trois d'avoir réussi à illustrer ce que c'était que la transversalité et le travail en équipe. Je crois que c'était quand même assez parlant et ça illustre bien en quoi la performance collective est importante. Alors Marc, je crois qu'il y a une initiative récente qui illustre bien ces moments de partage aussi, qui a été prise en fin d'année. Oui, tout à fait, Séverine. C'est effectivement l'expérience du Vie ma vie qui a démarré donc, en fin d'année 2019. C'est à notre sens un outil de partage très intéressant car ça permet de créer des liens entre les collaborateurs. Chez Val d'Oise Habitat, c'est basé sur le volontariat. Je pense que si on pouvait résumer en une phrase ce qu'est l'expérience de Vie ma vie, c'est « Viens voir et vivre mon quotidien, tu me comprendras mieux ». Je pense qu'on prend ainsi conscience des besoins des autres et de toute l'utilité des informations, même si elles sont parfois contraignantes, demandées par nos collègues. En quelque sorte, cette expérience donne un sens à son activité. Et cela à quelque niveau hiérarchique que ce soit, puisque tout le monde peut participer à un Vie ma vie. Hélène ? Tout le monde, oui, peut participer. Vous avez été nombreux d'ailleurs à vous inscrire dans la démarche. Mais c'est vous, Séverine, qui avez ouvert le bal. Voilà, avec Pierre Gérion, votre gardien. Vous avez partagé une journée entière le quotidien d'un de nos gardiens. Et lui a partagé une journée de votre quotidien, y compris au sein du conseil d'administration, où il a pu assister en effet à cette instance importante chez VOH. Vous avez été suivi, on le disait, par de nombreux collaborateurs. Certains ont fait l'aller-retour, comme Laetitia et Rachid, dont le sourire prouve que l'expérience a été un moment partagé et joyeux. Vous êtes de nombreux à avoir déjà fait les allées, les retours sont déjà programmés. 2020 sera certainement la continuité de cette belle démarche. Donc on voit que c'est des jolis moments de partage, dans la bienveillance, mais aussi la bonne humeur. Mais la bonne humeur n'est pas réservée aux Vie ma vie, je crois qu'on a quelques photos. Oui, tout à fait, on a quelques dossiers. Donc voilà, travailler ensemble, donc c'est se connaître. Hein, voilà, donc le Vie ma vie sert notamment à connaître un peu le rôle et la fonction de la personne qu'on rencontre. Par contre, il y a aussi d'autres moments au sein d'une société, pendant les heures de travail ou en dehors des heures de travail, pour lesquels on peut être amené à partager autre chose que des soucis quotidiens. Donc on a voulu vous faire un petit rétro-flash de l'année 2019 avec tous les événements qui se sont passés et vous verrez qu'il y a vraiment quelques dossiers. Le haka.
Bravo à vous tous. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. On viendra nourrir notre bibliothèque de photos, Christophe, à la première émission, parce que tous les repas de fin d'année et toutes les épreuves n'ont pas encore eu lieu. Il en reste quelques-unes. Hein. Donc on pourra très bientôt venir compléter un petit peu ces moments festifs et de partage. Oui, il travaille, Madame la Présidente. Alors, avant de terminer, donc je vous remercie, tous les trois, pour ces moments et pour ces témoignages. Vous avez pu illustrer ce qu'est la transversalité chez Val d'Oise Habitat et en quoi c'était important de pouvoir partager pour s'améliorer et aussi pour progresser. Mais avant de terminer toute émission de télé, il y a une dernière séquence. C'est la météo et l'éphéméride. Donc pour ça, j'appelle Hakim Abeloul et Pascal Claude. Merci encore. Bienvenue à tous les deux. Merci. Alors, cette météo, avant de parler de demain, on parle d'hier? Absolument. Donc avant de parler de demain, il faut parler d'hier. Hier, c'était 2017-2018, avec une perturbation qui est arrivée sur le Val d'Oise, qui était consécutive au rapprochement et à la fusion de VOH, ce qui a conduit à un temps pluvieux, avec de nombreux nuages, et donc un manque de visibilité sur cette période-là. Aujourd'hui, c'est 2018-2019. On voit arriver un anticyclone et l'ancienne dépression qui commence à partir. Néanmoins, on a une petite perturbation qui est venue encore nous embêter avec la loi Elan, qui a un petit peu retardé les choses. Pour aujourd'hui, on a eu un temps variable avec quelques éclaircies. Pour demain. Pour demain, l'anticyclone s'est installé. L'anticyclone, c'est quoi? C'est tout ce qu'on a vu depuis le début de l'émission, à savoir une organisation qui s'est stabilisée, un projet d'entreprise, les prises de décision du CA et l'implication des collaborateurs, ce qui nous donne un temps dégagé, ensoleillé, sur le Val d'Oise. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle quand même. Hein. Voilà. On va finir notre bulletin météo par l'éphéméride. Demain, donc nous serons mercredi 8 janvier 2020. Alors, si vous connaissez des Luciens, c'est le moment. C'est le moment de leur souhaiter une bonne fête. Donc, le soleil va se lever à 8h48 et se couchera à 17h. Et nous souhaiterons tous l'innovation, l'engagement, la solidarité et la qualité de service à Val d'Oise Habitat. Et on peut les applaudir. Nous voilà au terme de notre émission. Donc c'était la première. Encore une fois, il y a des petits bugs techniques, il y a des petits oublis, il y a des petits problèmes de synchronisation. Merci pour votre indulgence, en tout cas. J'espère que le format vous a plu et puis qu'on pourra très rapidement préparer la seconde. Je ne vais pas déroger à la règle en fin d'émission des remerciements. Hein. Alors ils sont traditionnels, mais ils sont tout à fait sincères. Pour commencer, merci Madame la Présidente. Merci aussi au Conseil d'administration de nous soutenir au quotidien. C'est important parce que ça fixe le cap et ça nous donne les moyens d'avancer. Merci à tous mes collègues de la direction générale et au comité de direction dans son ensemble. Merci à vous tous qui avez bien voulu vous prêter au jeu des vidéos, puis à ceux qui les ont soutenus, parce que je crois que ça n'a pas toujours été évident et simple. Merci aussi, avec un merci par contre tout particulier à la direction de la com. Ils ont, en un temps record, fait un travail incroyable. Merci à tous les partenaires. Merci Elios, merci Mandarine, merci Yves, les photographes. Merci à l'IPSL et aux régisseurs qui nous a accueillis ici. Sans vous, on n'aurait pas pu réaliser, en tout cas dans le temps qui nous est imparti, ce séminaire. Un grand merci à vous tous qui nous avez écoutés depuis le début de l'après-midi. Je ne voyais pas tout le monde, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de gens qui dorment. Donc je pourrais me dire qu'a priori, on a gagné notre pari. Juste avant d'aller célébrer les vœux de l'autre côté de la rue, Madame la Présidente, on va avoir besoin de vous pour réaliser la carte de vœux 2020 de Val d'Oise Habitat. Donc je vous demande de patienter quelques minutes dans la salle, de ne pas partir tout de suite. Donc avant tout, merci à tous, merci pour tout. Et comme ça se passe bien, l'idée c'est de ne pas s'arrêter, c'est de continuer à développer et de se retrouver très prochainement. Merci encore.